savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alors Alexandre, je pense que c'est ce qui va retenir l'attention des Montréalais aujourd'hui. 3 stations de métro fermées, mais c'est que là on parle de problèmes structurels. On parle pas d'ennuis temporaires là, ou de problèmes de fonctionnement qui se réparent d'une minute à l'autre. Oui, et il y aura un point de presse de la STM ce matin à 7h30. On risque d'en savoir davantage. On essaie aussi d'avoir une entrevue avec les gens de la Société de transport de Montréal. Travailler là-dessus, Mario, ça a l'air d'être un gros enjeu, là. Mais problèmes structurels, là aussi. Des problèmes structurels aux communications, visiblement. Mais bon, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que 3 stations de métro de la ligne bleue de Montréal sont fermées. On parle de Saint-Michel, d'Iberville et Fabre, fermées jusqu'à nouvel ordre. Et la trame factuelle de l'événement commence lorsqu'on fait des travaux à la station Saint-Michel. Et là, les spécialistes de la STM ont observé une dégradation importante de la structure. Ce qui peut peut-être être rassurant, c'est qu'il n'y en a pas à Fabre et d'Iberville, mais on a quand même fermé ces 2 stations-là pour des raisons logistiques. Autre point de presse à surveiller, Valérie Plante, c'est à 10h30 ce matin, ça se passera en face de la station Saint-Michel. Maintenant, pour les usagers du métro, si vous êtes des habitués de la ligne bleue et qu'habituellement vous preniez soit Saint-Michel, d'Iberville ou Fabre, il y a un service d'autobus, un service de navette qui est mis en place entre les stations Saint-Michel et Jean Talon. Donc, la navette effectue un arrêt à chaque station. Elle est offerte dans les 2 directions, mais ça va quand même compliquer les déplacements, Mario. Oui, mais il y a plusieurs symboles et questions là-dedans. D'abord, tu as les stations de Laval, qui sont les plus récentes du métro. Mais avant les stations de Laval, c'était les plus récentes. L'avant-dernier, disons, aujourd'hui, le prolongement du métro, c'était cette ligne bleue. Je regardais ce matin, c'est 1986. Je me souvenais, quand je suis arrivé pour étudier à Montréal, c'était flambant neuf, là, ce bout-là de la ligne bleue, là, ça venait d'ouvrir. Et donc, c'est 1986 l'année. Donc, c'est beaucoup plus récent là, que, il y a une bonne partie du métro qui date des années 60. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que ça a été moins bien construit que le reste? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes structurels si on allait vérifier? Mais je trouve que le symbole est à la fois fort et triste. Parce que tu dis, OK, ça fait 20 ans qu'on parle de prolonger la ligne bleue. Enfin, on y arrive comme pour vrai. Là. Ça a été annoncé avec les budgets débloqués il y a 3 semaines. Les travaux devaient commencer. D'ailleurs, c'est le début des travaux là, de dire, bon, on va aller voir la dernière station à laquelle on se raccroche pour poursuivre la ligne bleue. On va aller la revérifier. Puis là, on se rend compte qu'elle... donc, est-ce que ça va retarder le prolongement? Est-ce qu'on va devoir réparer ça structurellement? Ou est-ce qu'on pourra faire tout en même temps? Mais le symbole est fort. Ouais. OK, on allait prolonger la ligne bleue, puis finalement, la partie existante de la ligne bleue est problématique au point qu'il faut la fermer. Là. Et il y aura un enjeu de communication auprès des usagers, parce que hier soir, notre collègue Kevin Crane des Marais de TVA Nouvelles s'est rendu sur place. Et du monde mêlé, là, qui savait pas où il s'en allait, il y en avait pas mal. Pas vrai. Oui, c'est une mauvaise nouvelle, là. Oui. Là, vous allez à la maison? Oui. Est-ce que vous savez par où que vous allez passer? Ah, oui, c'est... Non. C'était ouvert à 4 heures. Là. Et on vient juste d'arriver, par mesure de sécurité, on attend, comme tout le monde. Ça peut prendre des semaines. Eh bien, des semaines, on va prendre le bus. Pour le métro, c'est le bus qui est là derrière. Maintenant, on ne sait pas où on va se diriger. Ouais, le monsieur qui attend. J'espère qu'il n'est plus encore là matin, il n'attendra pas des semaines, le pauvre. Ouais, parce que c'est pas un cas où tu peux attendre sur le trottoir, attendre que ça se règle. Annonce du SPVM en lien avec le 7 octobre. C'est à 9h ce matin. On va faire le point, notamment sur ce qui s'en vient. On sait qu'il y aura des manifestations samedi après-midi à Montréal et à Québec également. Il y a McGill qui, au cours des dernières heures, a annoncé que l'accès au campus allait être restreint. Là. Seulement ceux qui ont d'affaires là, ceux qui ont des cours, ceux qui travaillent là, qui pourront se rendre sur place. C'est qu'on craint des débordements à l'approche donc de cette date, le 7 octobre, qui marquera le premier anniversaire de la guerre entre Israël et le Hamas. Et surtout, des tensions assez vives. Là. On a vu dans les dernières journées 5 jeunes arrêtés en possession d'objets incendiaires près de synagogues à Montréal. Ensuite, il y a eu cette manifestation qui a vraiment débordé, qu'on l'a vraiment échappé, des fenêtres qui ont été brisées à Concordia, du vandalisme dans certains commerces du centre-ville, un cocktail Molotov lancé
en direction de policiers. Et la mairesse Valérie Plante s'est exprimée, a dit entre autres qu'on va renforcer la présence policière aux abords des lieux de culte. Et elle a affirmé aussi qu'on n'allait pas tolérer que des manifestations mènent à du vandalisme, à des gestes antisémites, islamophobes. On avait des chiffres, Mario, hier du SPVM, qui nous disait que le nombre de crimes à caractère haineux est quand même considérable. On parle d'à peu près 300 là, en l'espace d'un an. C'est préoccupant. Il y en a plusieurs qui se posent la question, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir, à l'aube là, du 7 octobre? Oui. Il y a eu, parce que Benoît Dutrisac, dans une entrevue avec la police avant hier, 345 manifestations. Quand on fait le total de toutes les manifestations qu'il y a eu en lien avec cette guerre-là, 345 manifestations là, sur le territoire seulement de la ville de Montréal. Si on veut souligner l'anniversaire autrement, on peut dire il y a un an, le 7 octobre, ou dans les jours qui suivaient, on se disait il ne faut pas importer. On a ici des communautés juives, on a des communautés très nombreuses arabo-musulmanes, on a accueilli énormément de cette immigration-là dans les dernières années. Il ne faudrait pas importer ce conflit-là chez nous. Malheureusement, quand on regarde la façon dont on souligne l'anniversaire, là, on se dit échec complet, ce conflit est importé largement chez nous. Et puisqu'on en parle du conflit, eh bien, aujourd'hui, c'est le guide suprême de la révolution en Iran, l'ayatollah, le guide suprême de la révolution. C'est un nom qu'on lui a donné pour pas qu'il ait l'air d'un extrémiste religieux. Ben, c'est sûr que c'est plus beau en dessous d'une carte d'affaires. Premier ministre, président du pays, c'est plate. Ça, le guide suprême de la révolution. Mais c'est parce que ça indique à quel point c'est une théocratie. Là. Donc, on mêle complètement pouvoir politique, pouvoir militaire, pouvoir religieux, mais complètement. Là, donc, c'est le guide suprême de la Révolution est un guide religieux, mais qui est le leader politique en même temps. As-tu déjà fait ça en politique, toi, un point de presse avec un fusil d'assaut à tes côtés? Parce que c'était son cas. Oui, c'est son cas ce matin. C'est l'ayatollah Khamenei. Oui, l'ayatollah Ali Khamenei, avec un fusil à ses côtés, a fait un discours pendant la prière du vendredi. Donc, c'est adressé à la population de Téhéran. Il y avait beaucoup de monde, hein? Oui, il y avait énormément de monde. Et il a déclaré que l'attaque des missiles iraniennes contre Israël, ce qu'on a vu cette semaine, les 200 missiles lancés en territoire israélien, qui ont été, pour la très grande majorité, bloqués par le Dôme de fer et par les Américains, l'ayatollah a dit que c'était totalement légitime et que, selon lui, l'attaque iranienne est la moindre des ripostes. Quelle est la suite des choses? On se le demande. Et il a ajouté qu'Israël ne peut pas nuire gravement au Hezbollah et au Hamas. Il a menacé, donc Israël a menacé, on le sait, de riposter à cette attaque de 200 missiles. Et là, de quelle façon ça va se faire? Avec des tractations à l'international aussi, où on craint une escalade, un embrasement généralisé. Et pendant ce temps-là, Mario, sur le terrain, l'armée israélienne a frappé encore une fois dans l'est du Liban. On aurait visé le potentiel successeur de Hassan Nasrallah, celui qui était à la tête du Hezbollah, dans le cadre de ces frappes-là. Bien, on va suivre ça encore aujourd'hui, parce qu'on attend toujours, on dit que ça pourrait prendre des jours, mais j'ai fait une entrevue cette semaine avec le porte-parole francophone de l'armée israélienne. Oui. Il y a zéro ambiguïté sur le fait qu'il va y avoir une réplique, qu'Israël va frapper l'Iran. Ça, mais sous quelle forme? De quelle ampleur? Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 2 semaines, mais il fait pas semblant ou il dit pas que c'est à l'étude. Là. Il dit que la frappe de l'Iran, c'est la plus importante frappe de missiles lancés en direction d'Israël. Et même s'ils ne se sont pas rendus à destination, même s'ils ont été abattus en vol, eux considèrent quand même que c'est une attaque qui va mériter une réplique. François Legault est toujours à Paris. Aujourd'hui s'amorce officiellement le sommet de la francophonie, mais disons que ce sont ses propos sur l'immigration qui auront marqué sa semaine là-bas. Oui, ça c'est clair, parce que François Legault en a même remis une couche, là, en estimant qu'Ottawa doit obliger la moitié des demandeurs d'asile à quitter le Québec. Il veut voir des résultats et il parle de mesures obligatoires. Maintenant, le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, est venu un petit peu expliquer la vision de son boss, la vision du premier ministre. Et ça a rebondi à Ottawa. Cette fois, c'est pas Marc Miller qui a réagi, c'est le lieutenant politique Jean-Yves Duclos. Et c'est à se demander, Mario, dans ce dossier-là, qui fait peur à qui en y allant de déclarations particulières. Voici les deux hommes. On ne parle pas de police qui rentre, qui sortent des familles.
il y a des dérapages. Attention. Là, on parle de gens qui sont déjà installés, les enfants avant l'école, ils ont une job, ils prennent soin de leur famille. Est-ce qu'on parle de ces gens-là? Est-ce qu'on veut les mettre dans des camions de force pour les amener au Nouveau-Brunswick, par exemple, puis mettre un mur entre le Nouveau-Brunswick et le Québec pour les empêcher de revenir au Québec? Ouais, mais c'est le grand problème de gens qu'on a laissés entrer sur le territoire. Dans certains cas, qui sont d'ailleurs des faux demandeurs d'asile, donc ils sont pas du tout... Donc on sait déjà qu'ils vont se faire dire non, là. C'est juste que notre processus au Canada prend 3 ans. Donc, ils peuvent vivre 3 ans au pays. Comme le dit le ministre Duclos, leurs enfants vont à l'école, ils travaillent. Donc, ils s'installent au Canada comme demandeurs d'asile, mais ils sont des faux demandeurs d'asile qui profitent de la lenteur de notre système à étudier leur dossier. Puis là, s'ils se font dire non au bout de 3 ans, ils vont aller en appel, une autre année et demie. Hein? Fait que dans le fond, tu peux vivre 5 ans. Au Canada, là, tu peux vivre 5 ans sous une fausse demande. C'est ça. Sans te faire achaler. Sans te faire achaler. Puis au bout de 5 ans, ben là, tu dis, écoute, là, moi, je suis installé dans le pays, ça n'a pas de bon sens, vous ne pouvez pas me ramener chez nous. Là, je suis installé, j'ai un travail, mon employeur a besoin de moi, mes enfants ont gradué de l'école ici. Fait que c'est le grand défi. François Legault, parce que hier, on a reçu Jean-François Roberge. Ses explications étaient franchement plus convaincantes. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait un plan, mais le plan de Jean-François Roberge, il y a du bon sens, mais il permet pas de renvoyer 50... Il permet pas d'accomplir ce que son chef dit. Il permet que les nouveaux demandeurs, tu peux mieux les distribuer entre les provinces. Ça, c'est vrai que le plan, en s'inspirant de ce qui se fait en Europe, ça pourrait avoir de l'allure. Mais ça te permet pas de prendre tous ceux qui sont arrivés, les milliers qui sont arrivés, puis d'en envoyer la moitié dans d'autres provinces. L'autre affaire qui fonctionne pas, je comprends que le gouvernement du Québec dit ça, c'est la job du fédéral. C'est le bout qui me concerne plus, que le fédéral s'arrange. Mais il reste que, quand Jean-François Roberge dit, ouais, on va pas les prendre, c'est pas l'armée qui va les amener. On va juste leur dire, regarde, tu viens d'arriver au Canada, bienvenue au Canada, tu veux demander l'asile politique, t'as le droit, mais on va te donner un permis de travail, il est du Manitoba. On va te donner une carte d'assurance maladie, parce qu'on leur donne beaucoup de choses aux nouveaux arrivants. On va te donner une carte d'assurance maladie, elle est du système hospitalier du Manitoba. On va te donner donc toute une... T'as le droit à l'aide sociale. Toutes sortes d'incitatifs. T'as le droit à l'aide sociale, mais l'aide sociale du Manitoba. Et donc, si tu décides de rester à Montréal, c'est correct. Mais t'as pas de permis de travail, t'as pas de carte d'assurance maladie, t'as pas l'aide sociale. Tu sais... Et ça, là, je trouve qu'il y a une logique. C'est ce dont on s'inspire de ce qui se fait, par exemple, en France. Mais le premier ministre du Manitoba, là, il dit « Moi, j'en veux pas. Pas intéressé, j'en veux pas un. Gardez-les, on n'en veut pas. » Oh! Alors, as-tu le traité de raciste, Mario? Ben là, ça, comme c'est on traite de raciste les Québécois. Comme on a traité de raciste les Québécois, ça, c'est une bonne question. Mais je conclus en disant, politiquement, je nous ramène à un point de presse de la fin août, où Paul Saint-Pierre réplique à une annonce assez mineure là, du gouvernement qui réduisait le nombre de temporaires, de travailleurs étrangers temporaires. François Legault a fait une annonce avec sa ministre de l'Immigration. Et Paul Saint-Pierre Plamondon avait annoncé, moi, je vais présenter un plan costaud, radical de réduction de l'immigration. Vous allez voir que moi, par rapport à François Legault, là, je m'en occupe de réduire l'immigration. Les propos de François Legault ont un côté un peu extrémiste, là, un peu exagéré, où tu te demandes, est-ce qu'il se dit pas juste politiquement, même si je passe pour tout croche, puis que j'en mets trop, puis que c'est pas faisable, je coupe l'herbe sous le pied de Paul Saint-Pierre Plamondon. Il n'y a aucune manière que Paul Saint-Pierre Plamondon va arriver, son plan, là, il sortira jamais, ou quand il va le sortir, ça va avoir l'air de rien comparé. C'est la question que je me suis posée, est-ce qu'on est vraiment... politiquement à couper l'herbe sous le pied de son adversaire principal. Bon, sommet de la francophonie, donc on le disait, sauf aujourd'hui. Oui, et là, il y aura des retrouvailles entre deux grands amis. Oh. Des gens qui ont une complicité incroyable. François Legault et Justin Trudeau. Parce que M. Trudeau doit être dans l'avion ou juste débarquer là-bas, là, je pense. Ouais. Alors, est-ce qu'on va assister à un autre malaise, une autre chicane de famille devant le monde? On verra bien. Là, 88 chefs d'État qui vont participer à ce sommet de la francophonie, qui se fait dans un très bel endroit, hein, dans un château construit au 16e siècle. Je ne l'ai pas visité, d'ailleurs, en France. Je le regrette pratiquement. Là. 21 jours, c'était pas assez long. Il va falloir que tu retournes. Dans un prochain article du magazine. Un autre voyage de rêve. Le château Villiers-Cotterêts. Es-tu déjà allé là, toi, non. Mario? Donc, il voyage beaucoup. Isabelle, toi? Non, je ne suis pas allée. Mais j'ai pas fait beaucoup de châteaux. Non, c'était le pavillon de chasse du roi François Ier. Bon, tu vois. Là, c'est un peu moins chasse, moi, je pêche. Celui est quand même important pour nous, là, celui qui a lancé l'expédition de Jacques Cartier, si je ne m'abuse. Alors, la France avait investi 316 millions là-dedans. Et on a aussi, le Québec, on a aussi mis de l'argent
On a mis 2 millions dans ce projet-là, alors on verra ces images-là aujourd'hui. OK, le Québec, on a participé à la rénovation d'un château en France. Oui. Ben, c'est bien. Il y a avoir des délais. Est-ce qu'on sait pourquoi? C'est la salle où François Ier a mandaté Jacques Cartier. Ça, j'ai pas les... Ça a coûté cher aussi. Je sais pas ce bout-là de l'histoire. Une bonne nouvelle pour l'économie de notre continent. Les débardeurs aux États-Unis reprennent le boulot. Oui, ça, c'est quand même un soupir de soulagement après 3 jours de grève. Donc, c'est le syndicat et l'employeur. Communiqué conjoint entre les deux. On comprend, là, qu'il y avait quand même plusieurs ports qui étaient paralysés sur la côte est des États-Unis. Là, on parle d'une trentaine de ports. Et chez nous, Mario, la médiation reprend aussi aujourd'hui entre le syndicat des débardeurs et l'Association des employeurs maritimes. C'est le Devoir qui nous apprend ça ce matin. C'est un débrayage, oui, qui ne touchait pas l'ensemble du port. On parlait de 2 terminaux, 300 débardeurs environ, mais il y a quand même 40% des conteneurs qui transitaient par ces 2 terminaux-là. Puis surtout, il n'y a rien de réglé. On a fait ces 3 jours de grève comme un avertissement. Mais si la négociation ne se règle pas, le syndicat n'arrêtera pas. Il n'y a jamais un syndicat dans l'histoire qui a fait 3 jours de grève d'avertissement. Bon, c'est fini. Mais c'est fini, c'est ça. C'est parce que tu t'en vas vers, à un moment donné, une grève générale illimitée si tu n'obtiens pas ce que tu veux. Isabelle, tu veux nous reparler de la STM? Oui, c'est qu'on a reçu un message là, au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. C'est un employé de la STM à la suite de la nouvelle d'Alex qui dit « Je fais l'entretien sanitaire de la station de métro, puis je veux vous mentionner qu'il y a des messages qui passent pour dire qu'il y a un service spécial d'autobus entre Jean-Talon et Saint-Michel. » Donc, le message passe sur la ligne verte et orange. Donc, au moins, on avertit les gens qui se présentent. Ben, tant mieux. Merci pour le texto, mais tu as raison, c'est un strict minimum. C'est le minimum là, dans le contexte actuel. Des fois. Au REM, il y a des moments où on ne l'avait pas, le minimum en information. Et bon, un autre grand artiste, une autre icône de la musique aux États-Unis qui est accusé d'agression sexuelle. Qu'on parle de ce genre de nouvelles-là à chaque jour. Juste pour vous le mettre en contexte. Garth Brooks, qui est, un roi du country aux États-Unis, qui est accusé de viol. C'est son ancienne coiffeuse maquilleuse qui a porté plainte au tribunal de Los Angeles. Donc, les faits remontent à 2019. Donc, accusé de viol. Viol, littéralement. Ça se serait passé dans une chambre d'hôtel en Californie en 2019. Puis elle dit qu'elle a tellement été traumatisée par cet événement-là qu'elle a songé à s'enlever la vie. Elle, ce qu'elle dit, c'est que Garth Brooks aurait aussi déposé une plainte préventive au Mississippi en septembre parce qu'il se dit victime de diffamation, tentative d'extorsion. On sait que le chanteur est très populaire là, dans les années... en 2015, il a dépassé Elvis Presley dans les classements là, de chanteurs solo. Donc, c'est une histoire qui fait grand bruit aujourd'hui. J'ai hâte de voir la suite des choses, mais on dirait que je me dis, j'ai envie de vous dire, gardez votre moineau dans votre nid, messieurs. Il me semble qu'on parle juste de ça au culturel là, depuis une semaine. Ben... C'est sûr que, mettons, avec Puff Daddy, il y a un point où tu te demandes si des gens se pensent tout permis, là. Je pense que oui. C'est basé sur des moyens financiers, un certain succès. Pense que, oui, il y a des lois dans le pays et des interdictions qui s'appliquent là, à monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est pas à eux. Mais pas à quelqu'un de mon rang ou pas à quelqu'un... C'est pas à moi. C'est comme si tu as beaucoup d'argent, tu es capable d'être au-dessus de la mêlée, tu peux acheter le silence des fois. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ce genre de pouvoir-là monte à la tête de certains. Je trouve ça bien dommage. C'est sûr que là, c'est des accusations, là, mais quand même. Ouais. Et les ventes de billets d'Oasis, que se passe-t-il donc? Bon. Là, hier, c'était la pré-vente des billets pour Oasis. On sait, il y a une date qui a été annoncée à Toronto. Une deuxième date a été ajoutée aussi parce que c'était tellement populaire. Donc, on sait que le groupe va passer au Canada, donc l'année prochaine. La pré-vente, ça a passé en 15 minutes. Les billets se sont vendus. Et là, il y a plein de revendeurs qui se sont mis à vendre les billets, bien évidemment, à de 1 000 à 11 000 $. 11 000? Oh oui, il y a des billets qui se vendaient 11 000 $ sur les différentes plateformes de revente. Il y en a même qui avancent dans les médias canadiens. Il y en a qui disent que il y a même un stratagème qui existerait, selon eux, là, sur... ils mettent en vente des billets qui n'existent pas encore. Oui, c'est particulier, ça, sur Ticketmaster. Le groupe avait pourtant dit, hey, nous, on ne veut pas faire la tarification dynamique, on ne veut pas faire augmenter le prix des billets, on va essayer de vous rendre ça accessible. Mais à 11 000 $, t'es assis à côté du drummer, c'est quoi? Qu'est-ce qui justifie 11 000 $? Excuse-moi, c'est le côté très rationnel, là. Mais 11 000 $, je pense parce que tu veux absolument aller voir. L'autre, est-ce qu'ils se sont vendus? Parce qu'on a déjà vu dans le passé des revendeurs qui s'essayent à mettre des prix très élevés.
C'est comme quelqu'un qui met sa maison à vente, qui s'essaye d'avoir un prix de fou pour sa maison. Des fois, ta voix annoncée, mais il ne vend pas. Là. Dans ce cas-ci, comme il n'y a pas beaucoup de dates d'annoncer. Non, je comprends que la rareté est extrême. Il y a peut-être Guardbrook va pouvoir se payer ça, je sais pas trop, mais 11 000 $, il faut le faire. Ouais. Imagine, là, parce que. Je ne jamais ça. Tu sais pas, le chanteur, il va. Est-ce que Oasis va être en forme? Est-ce qu'ils vont s'être chicanés d'ici là? On ne sait pas dans quel état. Là, Toronto, si tu pars de je sais pas où dans le monde, il faut que tu payes ton billet d'avion, tu vas te loger là-bas. Ouais, mais quand. 11 000, là, c'est quelque chose. T'espères qu'ils sont en forme, les Gallagher. Il faut que tu veuilles vraiment les voir. Et on a eu une belle soirée hier au Centre Vidéotron. Oui, vraiment. 17 334 spectateurs au Centre Vidéotron. Je pense que c'est on dit qu'il restait quelques sièges vides, là, comme on dit, dans le pit en haut, complètement mais dans les bouts, mais c'était plein essentiellement. Pour un match pré-saison entre deux équipes qui n'impliquent pas le Canadien de Montréal, il faut le faire. Victoire des Kings 4-1 contre les Bruins. 3 buts pour Quinton Byfield des Kings de Los Angeles. Dont le troisième de son tour du chapeau avec une passe magnifique de Philippe Danault. Oui, c'est vrai. Et ce qu'on doit retenir de ce match-là, c'est cette belle et longue ovation pour Patrice Bergeron qu'on a honoré d'ailleurs avant le match. Ouais, mais ça c'est un vrai, là, tu sais, Patrice Bergeron, respecté fierté dans le monde de l'ancienne Lorette. Oui. On disait probablement un des gars de Québec qui aura eu la carrière la plus brillante et la plus respectée de l'histoire de la Ligue.